Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Sylvie Vieviorca, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Alors, Goutman. Sylvie Vieviorca, vous êtes psychiatre, médecin psychiatre. De toute façon, les psychiatres sont médecins. Vous avez exercé la psychiatrie de la fin des années 70 à nos jours. Hôpital psychiatrique, consultation, centre spécialisé en addictologie. Vous avez enseigné la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris 8. Vous avez écrit plusieurs ouvrages aux éditions du Seuil, aux éditions Odile Jacob, aux éditions Humaine Science. Et là, j'ai le plaisir de vous recevoir pour votre dernier ouvrage. Que s'est-il passé dans la tête des Français, paru chez Buchet-Chastel? Alors, on va parler de ce livre que j'ai trouvé passionnant pour tout plein de raisons, de la première à la dernière page. Mais juste avant, est-ce que vous savez qu'on dit en français, Sylvie, que le hasard fait bien les choses? Oui, j'ai Oui, entendu parler eh de bien, ce dicton, oui quand même. Cette histoire de hasard, moi je l'ai vécue autour de votre livre hier soir, puisque j'ai entendu, alors vous allez me dire quel rapport avec moi, une interview d'Antoine Decaune autour des 40 ans de Canal+. Vous avez peut-être entendu la même interview. J'ai pas entendu, non. Canal+ à 40 ans, quel rapport avec vous? C'est que vous aussi, votre carrière, elle a 40 ans. Et ce qu'expliquait Antoine Decaune fort justement, lui, il est l'un des rares témoins à avoir été là il y a 40 ans et à être encore là aujourd'hui autour de Canal+. Et il nous a raconté en fait comment le monde avait changé, comment la société avait évolué, comment on ne regardait plus la télévision de la même façon, comment les réseaux avaient une influence. Et je me suis mis à l'écouter alors que j'étais concentrée aussi sur votre livre en me disant c'est pas possible, il a lu le livre de Sylvie Vieviorca. Donc j'avais envie de vous le dire parce que c'est lié directement et que vous aussi dans ce livre, vous revenez sur 40 ans de carrière. Alors pourquoi en fait avoir fait ce livre? Pourquoi revenir sur ces 40 ans de carrière? Qu'est-ce qui a provoqué le désir chez vous d'écrire cet ouvrage? Alors, je dirais, factuellement, c'est une idée de l'éditeur qui avait cette idée-là, qui disait ça serait intéressant, ce qu'a fait Antoine Decaune au niveau de la télévision, ça serait intéressant de comparer il y a 40 ans et aujourd'hui, vu du cabinet du psy, et il cherchait quelqu'un, et bon, je vous passe les détails, on me l'a proposé. Et immédiatement, ça m'intéressait. Parce que, bon, pour une tendance, disons, personnelle, je suis pas trop dans la nostalgie, parler du passé, etc. Il n'y a aucune nostalgie. Mais le fait de me replonger dans toutes ces années et de comparer le monde tel qu'il était au monde tel qu'il est devenu, en bien comme en moins bien, a été un exercice que j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire. Alors, il y a plusieurs chapitres, évidemment, et chaque chapitre, et même à l'intérieur des chapitres, commence avec une comparaison qui souvent est pleine d'humour, en tous les cas nous fait sourire. Exemple, première page, 1984, ma fille ne travaille pas à l'école. C'est des choses qu'on vous disait. 2024, on vient vous voir en vous disant « Ma fille souffre de troubles de l'attention ». 1984, mon fils est homosexuel. 2024, mon fils veut changer de sexe. 84, je souffre de spasmophilie. 2024, je suis en burn-out. Et puis 84, je ne m'entends plus avec mon mari. 2024, mon mari est un pervers narcissique. Ça m'a fait beaucoup sourire parce que c'est vrai que c'est un nouveau vocabulaire, une nouvelle façon d'exprimer son mal-être, d'exprimer ses troubles. Et vous l'avez parfaitement compris. Oui, ça m'a frappé. Donc, comme je vous disais, en me repenchant sur ces années, la façon dont le mal-être, la souffrance ou la maladie mentale, selon le degré de gravité, se présentait, je me suis rendu compte que ça n'était plus du tout pareil. Et alors, quand j'écrivais le livre, j'avais un problème. Je me disais, est-ce qu'il y a
des lignes de force qui émergent. C'est-à-dire, j'ai fait chapitre par chapitre, et à la fin, je me suis rendu compte qu'il y a une ligne de force qui émerge, au moins, enfin, il y en a plusieurs, mais il y a au moins une ligne de force qui émerge, qui est la tendance à ce que j'ai appelé la pathologisation de la société, c'est-à-dire que quand dire qu'une gamine est paresseuse, dissipée, et dire qu'elle est au potentiel intellectuel ou TDAH, trouble de l'attention, etc., c'est pas le même regard que l'on pose sur la situation. On est passé, donc quand on disait paresseuse, dissipée, etc., il y avait un jugement moral, donc ça fait plutôt 19e, début du 20e siècle. Aujourd'hui, on est passé à une supposée, parfois réelle, mais parfois supposée, pathologie. Et dans les deux cas, je dirais que ça ne me convient pas, puisque ça laisse de côté ce que moi j'appelle les aspects sociaux, les aspects contextuels, les aspects relationnels. Personne ne se demande si l'instituteur ou l'institutrice a les bonnes méthodes pédagogiques, s'il est bien formé. Non, c'est l'enfant qui a un problème. Et ça, je pense que c'est quand même une tendance très très lourde. Pareil pour le couple, personne ne se demande si on est bien accordé, si on a bien choisi son conjoint. Non, il est pervers narcissique, c'est lui qui a la pathologie. Et ça, je crois que c'est quand même une tendance très très lourde dans notre société. En plus, c'est des termes qui n'existaient pas il y a 40 ans. On parlait pas de pervers narcissique. Non, c'était... C'est récent. Et vous le racontez, vous l'expliquez. Dans le livre, la façon dont le terme, vous en avez entendu, je crois, parler dans les années 90, quelque chose comme ça. Oui, il y a eu Marie-France Irigoyen qui a fait un livre donc sur le harcèlement moral, et il y a des tas de personnes, principalement des femmes, qui ont dit mais c'est moi, c'est mon cas, c'est mon mari. Donc elle a eu une intuition très très forte dans laquelle beaucoup de gens se sont reconnus, et elle-même après s'est un peu inquiétée de l'épidémie de pervers narcissique en a découlé, c'est-à-dire qu'elle a trouvé qu'on utilisait cette notion avec excès. À tort et à travers, en fait. Exactement. Et là encore, on n'interroge pas les aspects relationnels, les aspects culturels. Aujourd'hui, avec le procès de Mazan, etc., on commence à se demander comment les garçons sont élevés, est-ce qu'il n'y aurait pas une culture du viol, etc. Non, c'est la personne elle-même qui souffre d'un trouble de la personnalité. C'est pas l'aspect sociétal, culturel, l'aspect lié à l'époque dans laquelle on vit n'est absolument pas mentionné. Alors, vous expliquez qu'il y a 40 ans, on fréquentait beaucoup moins les psychiatres qu'aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, pour tout et pour rien ou presque, on consulte, on vient en famille. À l'époque, on mettait du temps avant de réfléchir à aller voir un psychiatre, à consulter. Le patient souvent venait seul. Aujourd'hui, il est accompagné. Pourquoi ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Alors, l'extension des consultations pour des motifs qui ne sont plus strictement de la maladie mentale, c'est quelque chose qui est parfaitement documenté. Dans le livre, j'ai trouvé des chiffres. Enfin bon. Alors, à quoi c'est dû ? C'est un peu difficile. On peut se dire... Peut-être que la disparition ou l'effacement d'un certain nombre de structures ou d'instances qui aidaient les gens quand ils étaient en difficulté dans leur vie à se débrouiller. On peut penser à la religion, on peut penser aux partis politiques qui encadraient la vie personnelle, enfin qui encadraient jusqu'à la vie personnelle des adhérents ou des croyants. Ces instances-là ayant perdu de leur... on se réfère moins, donc les gens se retrouvent un petit peu seuls à devoir gérer leurs problèmes. Et bon, après, il y a donc je parlais du livre de Marie-France Irigoyen, 500 000 exemplaires. Donc ça veut dire qu'il y a 1 million traduit. Ça veut dire qu'il y a 1 million ou 2 millions de Français. Bon, Psychologie Magazine qui a explosé. La série En thérapie tirée d'une série israélienne au demeurant, pareil, qui a été un succès terrible. Et les gens se sont dit, après tout, il y a des gens dont c'est le boulot de nous écouter, de nous donner des conseils, de nous aider, etc., pour des problèmes pour lesquels on ne se sort plus. Donc je pense qu'il y a eu un double mouvement, un mouvement de promotion bien faite de la psychiatrie, psychologie, et un mouvement de désaffection d'un certain nombre de structures qui, jusque-là, pouvaient vous aider si vous étiez en difficulté. Alors, vous-même, votre vision des patients a évolué en 40 ans. Vous ne soignez pas aujourd'hui comme vous avez soigné il y a 40 ans. Bon, d'abord, pour des raisons évidentes d'évolution des traitements, mais aussi le regard que vous portez sur eux.
Alors, ce qui est très troublant, et je le relève clairement dans le livre, c'est que les traitements n'ont pas tellement évolué. Il y a eu quelques années. Quand même, oui. Un peu, pas tant que ça. C'est qu'il y a eu des améliorations, mais il n'y a pas eu de révolution. Oui. Il y a eu des améliorations au niveau des traitements médicamenteux, etc. Mais ce qui a profondément changé, effectivement, c'est le regard qu'on porte sur un certain nombre de configurations. Pour moi, le plus frappant, en ce qui me concerne, c'est homosexualité, transgenre. Oui, j'allais vous en parler. Je devance. Oui. Alors, l'homosexualité était classée parmi les maladies psychiatriques dans les classifications internationales jusqu'aux années 90. Et moi, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, on n'est pas au Moyen-Âge. Hein. Et moi, j'ai souvenir de familles, surtout, par exemple, des mères ou des pères qui disaient « Qu'est-ce que j'ai pas bien fait pour que mon fils ou ma fille soit homosexuel ?» qui venaient consulter anxieux en nous demandant de l'aide ou des conseils, etc. Alors, tout ça, c'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'orientation sexuelle, homo ou hétéro, est considérée comme normale, je dirais. Après, transgenre. Oui, en plus, on a le mariage pour tous. Enfin, voilà. Je dirais, c'est comme les gauchers et les droitiers jadis. Moi, quand j'étais gamine, mon frère cadet était gaucher et on l'avait envoyé chez une psychologue pour savoir s'il fallait le rééduquer ou pas. Et moi, qui étais aussi un peu gauchère, on m'avait mis quasiment on vous mettait le bras dans le dos, etc., pour vous rééduquer. Aujourd'hui, on est gauchers, on est droitiers, ça pose pas de problème. C'est pas grave, oui. Donc, pour moi, c'est de même. Alors, par exemple, transgenre. Alors là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui ont encore du mal avec cette notion, mais moi, je dis dans le livre qu'à mon avis, dans les années qui viennent, il en sera comme de l'homosexualité. On considérera que c'est une modalité tout à fait acceptable et absolument pas pathologique de l'identité de genre. Enfin bon. Et donc ça, on se rend compte que le regard a changé, parce que moi j'étais comme tout le monde, je cite les livres de psychiatrie dans lesquels j'ai appris et que je ne critiquais pas, où on met l'homosexualité entre la zoophilie et je ne sais plus quelles horribles perversions. Ouais. Bon, ça choquait personne. Mais c'est ça. Ça remettait personne en question, en fait. Et donc, c'était un acquis. Donc ça, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a des choses qui ont évolué dans le bon sens, évidemment, l'ouverture, la tolérance, le fait que les personnes homosexuelles ou qui ont des troubles d'identité de genre ne soient pas obligées de se cacher et puissent être aidées, soutenues, si elles ont besoin, et puis faire leur vie comme tout le monde, ça me paraît aller dans le sens du progrès. De l'autre côté, il y a des choses qui me paraissent plus discutables. Donc, je vous dis, cette extension de la pathologie me paraît quand même un problème. D'autant que on n'a pas les psychiatres et les psychologues en nombre suffisant pour les traiter. Donc, on porte des tas de diagnostics qu'on est incapable de traiter. Et à ce moment-là, la réponse, ça va être les médicaments. Et maintenant, on s'affole de voir que la consommation de psychotropes chez les enfants et les adolescents a augmenté. Alors ça, je voudrais qu'on en parle, parce que vous parlez beaucoup de cette Ritaline, ce nouveau, oui quand même, ce médicament récent, on va dire, qui n'existait pas il y a 40 ans, et qu'on donne aux enfants agités. Et, je dis agités, mais vous avez d'autres termes plus professionnels. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que dans le livre, vous dites que très souvent, ce sont les parents qui le demandent. Bien sûr. C'est fou. Si vous avez un môme qui tient pas en place, les parents ils en peuvent plus. Souvent les mères. Je relève aussi à nombreuses occurrences que, en gros pour employer un terme contemporain, la charge mentale et les problèmes d'éducation reposent quand même beaucoup encore sur les mères. Bon, et c'est les mères qui n'en peuvent plus et qui disent calmez-le. Ou parfois les enseignants qui disent il tient pas en place en classe, c'est pas gérable, etc. Calmez-le. Alors, la Ritaline, c'est un médicament. C'est dangereux ou pas selon vous? Alors, écoutez, moi ce que je pense, c'est que si c'est bien prescrit, si c'est bien suivi, si on est sûr du diagnostic et si ça calme le jeu, que ça améliore la situation, pourquoi pas? Ce contre quoi je m'élève, ce qui m'inquiète, c'est quand sans prendre le temps de faire un diagnostic, sans prendre le temps d'écouter la famille, les enseignants, de mener une enquête pour faire un diagnostic correct, on donne le médicament comme ça. Alors, je pense que le danger sur le plan neurologique, honnêtement, j'ai pas une compétence et je n'ai pas lu d'études. Puis on n'a peut-être pas assez de recul. Alors, ça commence à prescrire depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Mais bon, ce que je pense quand même, c'est que l'idée générale qui est que tous vos problèmes existentiels, vos angoisses, vos difficultés vont pouvoir se résoudre à coup de médicaments.
Et puis de l'autre côté, on s'offusque de l'augmentation du nombre de toxicomanes dans le pays. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement. C'est-à-dire que c'est quand même assez inquiétant de se dire que n'importe quel gosse qui ne va pas, la réponse, ça va être de lui donner un calmant ou enfin un produit qui, peu importe, là, c'est pas exactement un calmant, mais enfin bon. C'est de la Ritaline, c'est un psychotrope ? Oui. Alors, il y a des débats parce que certains disent ça n'est pas, j'ai vu le rapport de la Haute Autorité de Santé, disent ça n'est pas une amphétamine. En fait, c'est un produit dérivé de l'amphétamine, mais c'est pas une amphétamine pure. C'est un effet paradoxal. C'est normalement un excitant, mais qui, paradoxalement, chez les enfants atteints de ces troubles, les rend plus paisibles. Oui. Et vous avez vraiment vu des enfants se calmer avec ce médicament ? Ah oui, ça, les effets peuvent être très très impressionnants. Donc, si vous voulez... il faut peut-être l'associer aussi à des rencontres régulières. Il faut un suivi familial, un suivi individuel. Il faut, pour que ce soit bien fait, je vous dis, il faut être sûr que c'est bien le bon diagnostic et que c'est pas simplement un enfant qui est en difficulté dans sa famille avec des problèmes familiaux. Et puis il faut faire un suivi correct. Bien sûr, on peut pas se contenter de donner de la chimie. Ça me paraît pas possible. Alors vous vous êtes également beaucoup occupé dans votre carrière de toxicomanie. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui en 40 ans ? Oula, alors beaucoup de choses. Je l'explique. C'est un peu compliqué à expliquer. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait un réseau de soins pour les alcooliques, un réseau de soins pour ce qu'on appelait les toxicomanes, c'est-à-dire globalement à l'époque des gens qui consommaient de l'héroïne injectable. Est arrivée l'épidémie de sida, et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait ce qu'on appelait les 3 H, qui étaient les populations homosexuelles, haïtiens, héroïnomanes. Oui. Ça a été une hécatombe chez les héroïnomanes qui injectaient, qui se transmettaient le sida par la voie de l'injection. Et ça a été une véritable crise dans le réseau de soins pour toxicomanes qui a remis en cause son approche fondée sur l'abstinence, c'est-à-dire qu'en gros, on envoyait les gens en sevrage, ils rechutaient, on les renvoyait en sevrage, ils rechutaient, etc. Et on a développé ce qu'on appelle des traitements de substitution, c'est-à-dire méthadone et buprenorphine pour la France, c'est-à-dire des médicaments qui aident au sevrage, qui ont des effets pas tout à fait comparables, mais pas trop loin de l'héroïne, et qui permettent aux personnes qui s'engagent dans ce processus de déplacer, si vous voulez, d'une substance illicite, injectée, etc., dans des conditions dangereuses, un produit qui a une durée d'action beaucoup plus paisible sur la journée, il y a moins de pics, et qui est sanitairement beaucoup moins dangereux. Donc ça a été des débats énormes, parce que quand même, on ne va pas donner de la drogue aux drogués, enfin c'était ça le débat. Bon, donc ça maintenant. Vous étiez pour, vous ? Alors, j'en ai prescrit, dès que je suis arrivé dans ce milieu-là, c'est un peu compliqué, enfin j'ai eu l'occasion d'en prescrire. Moi je me suis dit, il faut voir. Et quand j'ai vu que ça marchait bien, mais je vous dirais la même chose que pour la Ritaline, c'est-à-dire que prescrit seul, sans accompagnement médico-social, c'est pas une bonne idée. Il faut avoir les moyens d'encadrer, de suivre et d'aider les gens, non seulement pour ce qui est du rapport au produit, mais aussi pour tous les autres aspects de leur vie. Donc, le débat est derrière nous, c'est maintenant prescrit assez largement en France, et avec des résultats qui sont tout à fait convaincants. Alors, moi, ce qui me frappe, si on parle de l'actualité, c'est qu'aujourd'hui, on s'émeut beaucoup, à juste titre, de tous ces morts, trafic de drogue, etc. Et je suis très frappée du fait qu'il y a qu'on se préoccupe pas de la demande. C'est-à-dire qu'on ne se demande pas qu'est-ce qui fait s'il y a d'autant plus de trafic, c'est qu'il y a plus de consommateurs, qu'est-ce qui se passe au niveau des consommateurs. Et je ne vois pas de campagne de prévention, je ne vois pas de réflexion sur une modification de la législation sur l'usage des drogues qui, quand même aujourd'hui, n'est pas un franc succès. Non. C'est ce que moi j'appelle plus de la même chose, c'est-à-dire qu'on tape, et puis finalement comme on tape pas assez fort, on va taper plus fort et plus fort, mais très honnêtement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc, il faut lutter contre la criminalité organisée, les dealers, etc. Bien sûr, mais de mon point de vue de médecin qui me suis occupé de toxicomanes, de personnes souffrant d'addiction pendant des années, il faut se préoccuper aussi de cette question de la demande, et je trouve que là, on ne marche que sur une jambe. C'est une proposition qu'on lance, voilà. Une vraie réflexion autour de cette thématique. Alors, Sylvie Vieviorca, quand je suis arrivée à la fin de votre livre, à la conclusion, je me suis dit... Elle a fait une conclusion, mais cette conclusion, il faudrait presque la lire en premier. Et je me suis dit, mince, c'est de droite à gauche, comme en hébreu ou en yiddish. Pourquoi pas ? Voilà. Alors, j'avais juste envie de lire les quelques premières lignes de votre conclusion, si vous êtes d'accord, parce que ça reprend vraiment toute votre problématique. Ça commence comme ça. Individu, couple, famille,
tout ou presque a changé en 40 ans. 40 ans dans le cabinet d'une psy, point d'exclamation, important. Cabinet qui a pris diverses formes, les lieux ayant beaucoup varié au long des années. J'ai consulté dans un confortable bureau de chef de service, dans une bibliothèque municipale, dans un centre social, dans divers dispensaires, à l'hôpital, en ville, chez l'habitant, mais toujours, et c'est en quelque sorte ce dont le terme cabinet est la métaphore. Il s'est agi pour moi de rencontrer des individus, des couples, des familles. Ensemble, nous avons réfléchi à ce qui les amenait à consulter et chercher le moyen de soulager leur souffrance. Alors, je voudrais dire que c'est un livre vraiment grand public, que vous partagez vos expériences, c'est absolument passionnant et c'est en cela que ce n'est pas un livre réservé à une élite médicale, mais vraiment accessible à toutes et à tous. Qu'est-ce que ce livre a changé pour vous? Et ça sera ma dernière question. Je crois que ça m'a... ce qui m'a étonné, c'est l'ampleur des changements. Alors c'est un peu plat ce que je vous dis pour une conclusion, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point mon regard personnel sur certaines situations avait changé. Et dans le corps du livre, à certains moments, je dis j'ai réagi comme ci et comme ça. Aujourd'hui, honnêtement, je ne ferai pas de même. Donc oui, je pense que j'étais beaucoup plus raide et rigide. Alors peut-être qu'avec l'âge, on s'ouvre, on s'amollit selon. J'avais beaucoup plus l'idée de ce qui était bien et de ce qui était mal, de ce qui était normal et de ce qui était pathologique il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Sylvie Vieviorca, docteur Sylvie Vieviorca, que s'est-il passé dans la tête des Français? 40 ans dans le cabinet d'une psy, paru chez Buchet-Chastel. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci. Je suis mal dans ma peau ce soir. Je suis seul sur la terre, sous une lune noire. Radio J. Bonjour, c'est Philippe.